Je dis ça parce que si je compare avec d'autres cultures, il me semble que les droits de l'homme occupent un point très, disons, fragile entre deux autres possibilités. Une possibilité où le monde de la transcendance se constitue en tant que tel, comme monde, et donc écrase la possibilité des droits de l'homme dans leur légitimité, ce que vous avez évoqué tout à l'heure au nom du religieux, ou alors un monde, disons, d'immanence des rapports de force, où la notion de droit elle-même n'émerge pas. Le premier exemple pour moi serait l'exemple islamique, et le second l'exemple chinois. Par rapport à quoi, effectivement, j'ai souhaité, d'une part, tenir compte de la singularité de l'émergence des droits de l'homme dans l'histoire européenne, en même temps que, effectivement, ne pas les relativiser, donc essayer de faire apparaître une autre façon de concevoir leur absolu. Alors, je proposais rapidement deux angles d'attaque. Le premier, en considérant globalement qu'il fallait donc, si on voulait, penser à l'infini des droits de l'homme à la rencontre des autres cultures, essayer de quitter leur gang idéologique pour essayer de promouvoir une dimension logique des droits de l'homme. Alors, je pensais le faire en deux temps. D'une part, en montrant comment les droits de l'homme bénéficient d'une dimension d'abstraction qu'on leur a souvent reprochée, mais qui en même temps est leur efficacité. C'est qu'ils procurent une opérativité que, par exemple, la notion d'harmonie ne fournit pas. Parce qu'on ne peut pas discuter d'harmonie entre nations. On peut par contre, les droits de l'homme, au contraire, par leur abstraction, constituent un outil, disons, communicable, discutable. Bref, il y a une vertu, je crois, de leur abstraction, en même temps que de leur radicalité. Dans la mesure où, me semble-t-il, les droits de l'homme, quand on dit droits de l'homme, on pense l'homme plus radicalement que selon la notion d'individu à partir de laquelle ils se sont constitués. Je veux dire que l'homme, dans le droit de l'homme, ne se réduit pas à l'individu des Lumières, même si c'est à partir de l'individu des Lumières qu'on en a pensé l'exigence. Mais si je résume la question telle que je la vois aujourd'hui, je dirais, semble-t-il, il y a deux façons de justifier les droits de l'homme, dans leur légitimité, soit de dire, au fond, les droits de l'homme vont avec la montée en puissance de l'Occident, montée en puissance due à la science, montée en puissance due au capitalisme. Bref, l'Occident a réussi, et prenons l'idéologie qui va avec cette réussite, celle des droits de l'homme. La critique apparaît aisément parce qu'il s'agit de vouloir uniformiser le monde à partir de l'histoire occidentale. L'autre façon de légitimer les droits de l'homme, et je pense que c'est celle que, disons, non pas sur laquelle vous vous rangez, mais disons que vous avez en vue, qui est de dire au fond, non, il y a effectivement, de par le monde, quelque chose qui était l'émergence de la science, ou sa affirmation, et de même que la science est un progrès décisif, incontestable, eh bien, les droits de l'homme peuvent se penser du même ordre, du même type de progrès que celui de la science. C'est par rapport à quoi je voudrais répondre, et d'abord en soulignant, en plus de cette dimension d'opérativité et de radicalité de ce concept des droits de l'homme tel que l'Europe l'a produit à partir de son histoire philosophique, elle qui manie aisément le concept, cette défense négative des droits de l'homme que vous avez évoquée. J'ai dit précédemment comment je concevais l'universel lui-même sur un mode négatif, et je dirais de même, concernant les droits de l'homme, je serais tenté de séparer deux versants, un versant positif qui est un versant d'adhésion à des valeurs, à des idéaux, pour nous principalement ceux des Lumières, l'individu, le contrat social, le bonheur sur la terre, etc. Et je dis, c'est là que je crois que le désaccord apparaît, je ne vois pas pourquoi nous imposerions à d'autres cultures d'adhérer à ces idéaux-là. En revanche, sur l'autre versant négatif, le versant donc du non, de la protestation, du refus d'oppression, il me semble que le versant négatif est beaucoup plus vaste que le versant positif du credo que j'évoquais. Ou plus précisément, il me semble que c'est quand les droits de l'homme sont en manque dans leurs défauts que leur exigence apparaît. Ça, j'appelle le côté versant négatif des droits de l'homme. C'est quand ils manquent, c'est pas quand ils manquent, et donc que leur défaut fait apparaître une exigence, et c'est là que je voudrais préciser ma position,
dont je ne peux pas dire le contenu positif. C'est-à-dire qu'au fond, les droits de l'homme, sur la versant négatif, donc de refus à l'oppression, n'est-ce pas, font apparaître négativement un inconditionné, encore une fois, qui, dès lors que je voudrais l'exprimer positivement, se convertit de nouveau en valeur, donc en positivité, donc en particularité. C'est-à-dire au fond que les droits de l'homme, là je reinscris dans un schéma finalement kantien, n'est-ce pas, qui est que les droits de l'homme sont l'exemple, Beispiel, dit Kant, mais à propos de toute autre chose bien sûr, l'exemple d'un universel que je ne peux pas nommer positivement. C'est là, dans ce sens-là que je parle de négatif, n'est-ce pas, d'universel négatif ou d'universel négatif des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'au fond, dès que je voudrais exprimer positivement cette exigence que je reconnais négativement, dans le manque, et dans le non-procestation face à ce manque, dès que je veux l'exprimer positivement, je retombe dans les valeurs. Donc je retombe dans la positivité historique, je retombe dans la particularité. Bon, ayant plaidé cette affaire devant un auditeur chinois, je rappelais l'épisode de Mencius, où je trouvais une démarche finalement similaire. Quand Mencius nous dit finalement tout homme qui voit un enfant prêt de tomber dans un puits va faire un geste pour l'empêcher de tomber dans le puits. Donc tout homme fera ce geste-là, qui n'est pas un geste réfléchi, qui est un geste de réaction pour sauver l'enfant, parce que réagit en lui ce sentiment d'humanité. Il rajoute « qui ne fait pas ça n'est pas homme ». C'est-à-dire qu'au fond, il ne parle pas d'une définition de l'homme, qui serait positive et particulière, il procède aussi via negativa, c'est-à-dire en disant « qui ne fait pas ça n'est pas homme », s'exclut l'humanité. C'est en ce sens-là que je l'ai plaidé effectivement pour un universalisant qui, à la fois, ne pense pas l'universel comme donné d'emblée, mais propose comme horizon, donc en processus, qui en même temps ne considère pas l'universel comme une propriété possédée, mais comme un facteur, vecteur d'universel, universalisant. Et effectivement, je l'ai déconnecté de l'universalisable, au sens Habermas, puisque je pense que pour promouvoir cette dimension d'absolu des droits de l'homme, il faut les désindexer d'une quelconque vérité. C'est-à-dire, je crois qu'il faut décrocher la pensée des droits de l'homme d'un contenu de vérité pour promouvoir leur efficacité historique. C'est pour ça que j'ai plaidé pour un universel à la fois, des droits de l'homme à la fois négatif et non cognitif. Négatif et non cognitif, pour justement les considérer comme un exemple d'universalisant, c'est-à-dire promouvant l'universel, mais un universel qui reste universel horizon, non pas donné d'emblée, mais conduisant à poursuivre plus loin la recherche. Alors je voulais maintenant essayer de répondre en quelques mots à vos arguments. D'abord vous dites, les droits de l'homme produisent la modernité par sortir du religieux. Ma question sera, est-ce qu'il n'y a qu'une seule modernité ? Est-ce qu'il n'y a eu qu'une seule modernité dans l'histoire ? Est-ce que seule l'Europe a produit la modernité ? Si je me retourne vers les Grecs, et en rapport à ce que vous avez dit, modernité, c'est-à-dire par rapport à la sortie du religieux, pas un religieux divin de Dieu barbu, mais un religieux de tradition, enfin, quelque chose en amont de nous. Mais je me dis, les Grecs, les sophistes, je pense à Protagoras, quand ils disent l'homme est la mesure de toutes choses, des choses qui sont en tant qu'elles sont, des choses qui ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas, formule qu'on prend habituellement pour une formule d'humanisme, est-ce qu'il ne dit pas, il dit très clairement que l'homme est le maître homme. C'est dit. Et je crois qu'il est en rupture violente, c'est-à-dire en pleine modernité par rapport à ce qui a précédé et toutes les figurations grecques de la divinité. Et pour lui, il ne reste qu'un plan humain. Et je crois que Protagoras dirait exactement comme vous, la légitimité, elle ne vient que de là, que de cette immanence de l'humain. À quoi on sait que Platon répond, par exemple à la fin des lois, en disant non, le maître homme, ce n'est pas l'homme comme certains le disent, mais c'est le divin. Donc on a, je crois, ce débat-là, il est déjà en Grèce. Et il me semble que les sophistes, enfin, ça figure Protagoras en tout cas, ont promu alors, une modernité par non-référence qui me paraît, disons, radicale.